de fait, vous venez pas des mêmes univers, vous n'avez pas le même parcours, et c'est ça qui rend les choses intéressantes aussi dans un débat. Donc toi, Donc moi, j'explique pourquoi j'ai invité Patrick, pour avoir cette vision, et pourquoi j'ai invité Mathieu, parce qu'il a l'expérience du management dans un groupe où il y a des milliers de personnes. Donc moi, je te remercie de nous recevoir. Voilà, si tu veux. Un diamant. Toi, tu filmes déjà. Ah oui, d'accord. 50 love. Pourquoi sommes-nous ici, Lucille Desjonquers? Sur Terre. Bonne question, Corinne. Alors, je vous ai réunis, vous ne vous connaissez pas, et vous allez tous vous présenter, évidemment, dans quelques secondes. J'ai voulu faire un débat télévisé sur un phénomène de société que j'observe, puisqu'en tant que chasseuse de tête depuis 20 ans et très active sur ces sujets de parité, je vois bien que c'est pas fluide, c'est pas encore spontané. Et ce qui m'a intéressée dans cette table ronde aujourd'hui, avec toi, Corinne, ta casquette de DIRCOM, toi, Patrick, avec ta casquette d'anthropologue, de conférencier, d'écrivain et de spécialiste des religions comparées, toi, Mathieu, avec un parcours dans un énorme groupe, des fonctions de direction générale et aujourd'hui de présidence France, ce regard croisé entre nous pour essayer de comprendre pourquoi en 2024, il y a encore tant de différences entre les hommes et les femmes et que ces femmes ont des difficultés d'exister dans un monde et une société très patriarcale. Et l'idée, c'est de débattre ensemble, de poser un état des lieux et surtout de s'inspirer de ce qui marche, puisque apparemment, dans le groupe Capgemini, il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là, et que ceux qui nous écoutent puissent être enrichis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci pour cette intro. Voilà, et donc comme tu as un petit peu une casquette de modératrice dans ce débat, Corinne, parce qu'il faut quand même canaliser. Voilà, je te laisse donc. Voilà, on l'a vu dans nos préparatifs, le sujet est passionnant et on peut tous partir très loin là-dessus. Donc déjà, peut-être pour cadrer ce débat, donc on parlait d'inquiétude des femmes face à ces postes qui appellent au pouvoir, d'inquiétude des hommes qui peuvent être éventuellement remis en question ou qui ont leur territoire un petit peu grignoté, qui sont déstabilisés. On a tous, pour des raisons X, une relation évidemment à l'entreprise. On s'est rendu compte aussi en termes d'empreinte géographique, c'est absolument pas, on n'a pas les mêmes débats ici en Europe, bien que ce soit différent en Europe du Nord et pour l'Europe du Sud et aux États-Unis. Donc, pourquoi parler d'inquiétude? Peut-être que Lucille, tu peux nous éclairer sur ou te faire le porte-parole finalement de ces femmes qui elles sont inquiètes et qui n'arrivent peut-être pas aujourd'hui à trouver leur place. Alors, ce que je vais dire n'est pas une généralité globale, mais c'est, on va dire, l'observation d'une grosse majorité de femmes qui, effectivement, on le sait, ça s'appelle le complexe de l'imposteur, n'ont jamais l'impression d'être prêtes pour aller vers une mission qui va les faire sortir un petit peu de leur zone de confort. Et pourtant, Dieu sait si elles excellent. Et là, je vais donc donner la parole à Patrick, parce que j'aimerais qu'on essaye de comprendre d'où ça vient. Pourquoi est-ce que ces femmes manquent de confiance en elles depuis la nuit des temps? On va déjà passer par là. Et Patrick, tu vas te présenter avant toute chose. Non, alors d'abord, c'est vrai que les progrès en matière... moi, alors, Patrick Bannon, oui, je suis chercheur en sciences religieuses et systèmes de pensée. Et je suis écrivain, je publie des essais, mais aussi des biographies. Et récemment, un essai chez Dargaud, illustré. Qui s'appelle ? Les origines du sacré, penser la nature. Très bien. Oui, tout un programme. Une centaine de livres, si on a bien compris. Oui, oui. Voilà. Il y en a qui respirent, lui, il écrit. Voilà. Non, mais là où c'est intéressant, c'est que Patrick intervient aussi en entreprise, est un chercheur académique, donc tu as aussi une dimension, je dirais, qui nourrit énormément avec ton savoir J'écoute, ça fait plaisir, donc je continue d'écouter. Non, mais c'est vraiment merci d'être là aujourd'hui, parce que c'est très intéressant d'avoir ta vision justement anthropologique. Ben, on peut se poser, sur la mixité justement, on peut se poser la question de la fragilité des progrès.
C'est-à-dire, on fait des progrès, surtout en Europe de l'Ouest. Hein. On fait des progrès au niveau de l'équité, on en parlera tout à l'heure, l'équité femmes-hommes, ça c'est sûr. On fait des progrès sur l'égalité professionnelle, enfin, donc on avance sur ces sujets-là. Mais en même temps, on sait que ce sont des progrès qui sont extrêmement fragiles, qui sont remis en question en permanence, voir par exemple la question de l'IVG depuis les États-Unis où la moitié des États maintenant ne reconnaît pas l'IVG. Donc il faut se rendre compte que Simone de Beauvoir avait raison quand elle disait ne prenez rien pour acquis. Donc dans la question des droits des femmes et notamment de la mixité, eh bien on fait face à une sorte de résistance. Rien lâché, quoi. Oui, parce que rien n'est acquis sur ces questions-là, pour une raison assez simple, c'est que notre système de pensée s'est organisé autour des différences entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que l'organisation de ces différences, elle est au fondement même de notre façon de penser. Donc, et notre première différence, c'est la maternité. Et la première différence, bien sûr, c'est ce pouvoir incroyable que les femmes ont d'apporter la vie dans le monde, et quelque part de faire reculer la mort. Hein, Est-ce que les hommes avaient conscience à l'époque qu'ils étaient un acteur important ? Non, ils ne le savaient pas. Ah, c'est ça. C'est ça qui est aussi très intéressant. C'est pour ça que je crois qu'on se retrouve dans ces périodes-là, c'est-à-dire il y a 30 000 ans, etc., avec des statuettes, qui sont des petites statuettes de 10 cm, qui représentent le pouvoir de maternité des femmes, c'est-à-dire des hanches extrêmement volumineuses, des seins volumineux, etc. Mais c'est simplement pour montrer le pouvoir de naissance. Et les hommes pensaient donc je pense que c'était des talismans. Et qu'on a associé cette capacité, par exemple, si on veut être sûr que le bétail aura des petits, on met la statuette et on espère que ça s'appelle des rites de sympathie, par ce rite de sympathie, on va influencer l'environnement. Mais est-ce que le jour où les hommes ont pris conscience qu'ils étaient un acteur important dans la venue de cet enfant, est-ce que leur comportement a changé ? Je ne sais pas si c'est le rôle qui est aussi important que plutôt le fait de sédentariser. Oui. Je crois que la sédentarisation, c'est-à-dire le rapport à un territoire qui n'est plus un territoire de passage pour des nomades, mais qui est un territoire nourricier, donc sacralisé, pose bien sûr la question de l'étranger, de quelle est la légitimité de quelqu'un d'appartenir à un certain territoire, et qui décide, et quel est l'atout de passage. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'avec la sédentarisation, et je vais arrêter là, mais avec la sédentarisation, on a assigné les femmes à un système de dons. C'est-à-dire que... Un système de dons ? Oui, un système de dons, c'est-à-dire que elles ont, jusqu'à ce moment-là... Non, jusqu'à ce moment-là, elles ont le même rôle que les hommes, à égalité. Il n'y a pas un partage de tâches, il n'y a pas de sexualisation des tâches. Voilà, les femmes, on n'a pas besoin de petits. Les homo sapiens, les femmes allaient à la pêche, à la chasse. Voilà, bien sûr. C'est une légende de la fin du 19e. De penser que les femmes ne chassaient pas, qu'elles restaient à passer l'aspirateur dans la grotte, quoi. C'est tout. Donc c'est ça qui se passe. C'est faux. Hein. Alors d'où vient cette dimension donc, comment on l'explique en tout cas que c'est l'homme que l'homme a pris finalement ce pouvoir sur l'organisation de la société, l'organisation des finances, l'organisation je pense, économique et sociale. Oui, parce que nous sommes dans un système patriarcal global. Et on n'a pas d'autre système. Parce que, à mes yeux, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, la transmission, je pense. C'est-à-dire organiser la transmission. Comment on transmet et à qui on transmet le territoire nourricier. Voilà. Et après, découler la pensée religieuse et beaucoup d'autres choses. Mais je pense que ce rapport... Il y a un vrai, pardon de te couper Patrick, mais on arrive justement à cette notion. Mixité ne veut pas forcément dire qu'on est égaux, on est différents. Et est-ce que finalement on parle là de principe masculin et de principe féminin sans parler de sexualité, mais l'homme et la femme ne sont pas égaux. Non, mais ce qui comptait, c'était pas l'égalité. À mes yeux, c'était plutôt les différences.
C'est-à-dire on s'est organisé tout au début, on s'est organisé dans un culte de la ressemblance. C'est-à-dire, plus on se ressemble, plus on est fort ensemble. Hein, et plus la société est ressemblante, et plus elle est solide. Donc ça veut dire aussi que l'appartenance à un territoire va créer des relations endogamiques et va créer des caractéristiques physiques qui sont liées à un territoire. Donc on va associer l'apparence physique à l'appartenance à un territoire, et donc à l'identité de la personne. Donc je verrais un peu comme ça la façon dont on a révolutionné le rapport à l'autre. Parce que c'est ça. Jusque récemment, vraiment, on considérait une société forte et en sécurité si tout le monde se ressemblait. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est dans une globalisation économique, sociale, culturelle. Et donc, c'est plutôt le rassemblement des différences qui donne le pouvoir de sécurité. Et qui apporte de la richesse, puisque j'allais dire de l'inclusion, de diversité. Mais évidemment. Donc maintenant, on a basculé dans un monde où c'est les différences qui font la force, qui font le ciment de la société. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on le fait, la réalité, c'est que 80% de l'humanité ne voit pas le monde de cette façon-là. 80% de l'humanité se définit à partir de ses traditions. Et le verrou des traditions, c'est le statut des femmes. Donc, les progrès dont on parle, on va les mesurer à l'aune de la condition féminine. Oui, parce que tu disais tout à l'heure, et c'était assez intéressant, ou c'était peut-être toi, Mathieu, je ne me souviens plus, mais que finalement, pour mesurer l'ouverture d'une entreprise, sa capacité à se projeter, finalement aller de l'avant, on regardait le taux de féminisation des salariés, finalement. Alors, si on revient dans le monde de l'entreprise, oui. Alors Mathieu, peut-être te présenter en quelques mots. Donc, Mathieu Dougados, moi ça fait presque 25 ans maintenant que je fais partie du monde qu'on dit actif, du monde des sociétés, et j'ai évolué dans un grand groupe international. Et je pense que c'est une des caractéristiques importantes, c'est à la fois les sociétés dans lesquelles on vit, leur législation, donc ça les pays ou les territoires, Europe de l'Ouest. Je pense que c'est quand même un facteur qui influence beaucoup l'évolution des hommes et des femmes dans l'entreprise, et aussi la taille des entreprises et leur couverture géographique. Je pense qu'on ne fait pas face aux mêmes contraintes, aux mêmes enjeux si on est dans un groupe international avec une multitude de nationalités, ou si on fait partie d'une entreprise plutôt locale au sein d'un pays, et donc là qui vit l'environnement réglementaire, législatif et culturel et social très très différemment. Au sein de l'Europe, on en parlait tout à l'heure, on a des législations locales qui favorisent ou qui influencent les femmes à aller plus ou moins travailler sur la fiscalité, sur les systèmes, les infrastructures de soutien à la maternité, les crèches, les écoles, les genres de choses. C'est là où vous avez une énorme responsabilité en tant que grand groupe. Moi, j'ai envie de dire, dans les entreprises et dans les grands groupes internationaux, il y a peut-être aussi une maturité qui vient au fait de faire face à toutes ces cultures très très différentes. Quand vous êtes installé sur des dizaines de pays, vous les connaissez. Il y a un deuxième fait, c'est-à-dire qu'un grand groupe n'a pas vocation à parler de religion, n'a pas vocation à parler de politique et ne s'engage jamais sur ces terrains-là. Donc il est agnostique de tout ça. Et les politiques d'entreprise, quand on les regarde, je parle des grands groupes, ceux que je connais, donc ça, j'ai envie de dire, on le met de côté. Quand on rentre dans l'entreprise, on fait partie de la famille de l'entreprise, indépendamment de qui vous êtes, un homme, une femme, de telle ou telle confession, l'origine, etc. Et d'ailleurs, si on revient quelques années en arrière, c'est intéressant quand toutes les logiques de diversité se sont développées à travers des engagements, ESG ou d'autres. La première question qui m'est arrivée dans la tête, mais c'était une dizaine d'années déjà, je ne suis pas sûr que ces dynamiques-là soient lancées partout au même rythme, c'était de compter et de mesurer. Et on se rend compte qu'en fonction des pays dans lesquels on est, donc compter cette diversité, si on veut être divers, il faut... Est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il n'y a pas de sujet, est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un enjeu? Et bien en fait, en fonction des législations des pays, on a ou pas le droit de compter. Vous allez aux États-Unis, vous venez en France, vous avez le droit de compter les nationalités.
on n'avait pas le droit de compter, puis on n'a pas envie non plus de compter les confessions. Donc on a le droit, on sait compter la différence homme-femme. Mais il y a des choses qu'on sait compter, des choses qu'on sait pas compter. Donc derrière, si on est un peu concret, les plans d'action ne sont pas du tout les mêmes, puisqu'on est soit sur des décisions assez dures qui vont influencer le système, les processus, ce genre de choses, soit on est dans de l'influence. Mais le la management parité, elle par n'est pas influence. devenue universelle? Ou l'égalité? Alors, si on parle homme-femme, c'est un sujet, mais quand on parlait de diversité, il n'y a pas que la diversité homme-femme. Oui, il y a l'inclusion. Il y en a. Vous avez 198 nationalités, je crois. Oui, on a ça quand on a compté, on en avait énormément, mais on a pris conscience d'ailleurs de cette diversité dont on n'avait pas conscience avant de compter. Même les leviers d'action, en fonction des thématiques et des sujets, ne sont pas du tout les mêmêmes. Et alors justement, là où c'est intéressant, parce que c'est un très bon exemple finalement, une entreprise comme Capgemini qui est très ouverte, qui a donc un bon taux de féminisation des instances. Est-ce que finalement, les hommes sont plus inquiets de leur, comment dirais-je, de cette prise de pouvoir que les femmes souhaitent? Si on se retourne sur le débat, je vais y arriver. Cette inquiétude est-elle plus perceptible dans un groupe comme Capgemini ou autre, un autre grand groupe du CAC 40, ou dans une petite ou une moyenne entreprise locale en France, en Italie ou que sais-je, finalement? Moi, à titre personnel, j'ai eu des rôles, donc un rôle dans mon entreprise, mais j'ai aussi des rôles, puisqu'on est prestataire de services d'un certain nombre d'entreprises, donc j'ai aussi un regard sur comment les entreprises ont évolué. J'ai envie de dire, plus le groupe était international et important, plus ces sujets-là ont été pris en amont, et avec des actions qui portent leurs fruits, qu'on peut commencer à mesurer aujourd'hui. Parce que c'est quand même des actions qui sont long cours. Vous prenez certains secteurs d'activité, le système de formation, je vais parler de la France, propose au monde du travail plus ou moins d'hommes, plus ou moins de femmes. Moi, je viens d'un secteur autour de l'ingénierie et des services technologiques. Il est vrai quand on avait fait, dans le cadre du Syntec, on avait invité l'ensemble des patrons de grandes universités d'ingénieurs ou de grandes écoles d'ingénieurs en France. Donc ils étaient tous là, c'était la première fois. Et le sujet, c'était comment on peut créer plus de compétences féminines sur les sujets de l'ingénierie et la technologie. Donc ça se prend très très en amont. Et d'ailleurs, quand vous regardez les investissements que font les grands groupes, aujourd'hui, les grands groupes interviennent au collège. Il y a une dizaine d'années, on intervenait au niveau des universités et des grandes écoles. On est remonté petit à petit. Et c'est une bonne idée, d'ailleurs. Et on intervient au niveau du collège. On n'est pas... Mais ce que je voulais dire à travers ça, est-ce que finalement cette maturité qu'apporte l'expérience d'un groupe comme Capgemini permet aux hommes peut-être d'être moins inquiets? En gros, est-ce que chez Capgemini, les hommes ont peur de voir arriver ces femmes à leur côté? Alors, c'était le thème que tu donnais, c'est la peur des femmes. L'inquiétude, voilà. Et c'était le peur au début. Et moi, j'aimais pas ce mot de l'inquiétude de prendre certaines responsabilités. Et tu disais la peur des hommes de voir les femmes arriver et leur prendre ce qu'ils considèrent être leur job. C'est ce que j'entends, en fait. Je pense qu'il y a les réalités sont très diverses. Et moi, dans ce que j'ai vu ces dernières décennies, c'est les leviers d'action des entreprises ont changé. Il y a eu de l'empowerment, de l'animation, des ambitions qui ont été partagées en se disant ça va arriver. Ça n'est pas arrivé. Le taux de féminisation des comités de direction n'est pas arrivé naturellement. Tu disais, c'est pas fluide. Non, il faut des quotas. Il a fallu ces quotas. Y compris dans les entreprises pour lesquelles les dirigeants étaient contre les logiques de quotas, puisqu'on rentrait dans une logique d'égalité et plus d'équité. Je ne sais pas si on va passer du temps pour expliquer la différence, mais... Si, tu vas important de la définition. Équité, qui vient avec équitable, on comprend bien, c'est qu'en fonction de son impact, ses compétences, sa performance, on va progresser plus vite qu'eux. Et la notion d'égalité, alors là je parle d'égalité dans le monde des décisions, de promotion, d'accélération, d'incentive, de reward. L'égalité, ça veut dire on promeut tout le monde en même temps. Et donc, dans le monde de l'entreprise, sur ces décisions-là, en tout cas, on est plus sur l'équité que l'égalité. Mettre une logique de quotas, ce serait faire fi un petit peu de la notion de mérite.
Et c'est pour ça qu'au début, il y avait quand même une forme de résistance dans certaines entreprises à mettre des quotas. Mais quand je regarde, je ne sais pas si elles l'ont toutes faites, mais beaucoup l'ont fait. Ce qui a été en fait un accélérateur quand même de cette fluidité. C'est Giroud, je crois, qui avait dit le jour où les femmes... où on admettra qu'une femme peut avoir des incompétences. Voilà, avoir des incompétences. On sera vraiment arrivé à l'égalité. Parce que finalement, et là, on remet un petit peu en perspective notre sujet. C'est vrai qu'une femme, naturellement, va douter, sans doute plus qu'un homme, de ses compétences, va se demander si elle peut assumer ses responsabilités. Ça, je ne suis pas sûr. Ça, je ne suis pas sûr. La loi Rixin, elle dit une notion d'égalité. Il faut qu'il y ait X% de... 30% de femmes dans les COMEX en 2027. En 2027, et puis après, on sera... 2030. Moi, ce que j'ai observé, c'est une accélération de cette fluidité pour y arriver. On a de moins en moins. Ce qui a vraiment changé, je trouve, c'est 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'on a fait évoluer dans les entreprises des processus de décision dans la gestion de cette diversité. On ne va pas promouvoir une femme parce que tu es une femme. Parce qu'elle a des compétences. Parce qu'elle a des compétences et de l'impact. Mais par contre, dans le portefeuille de choix, on va imposer, comme aux chasseurs de tête, aujourd'hui, quand on fait une chasse de tête pour un poste de dirigeant, on impose aux chasseurs de tête d'avoir dans le potentiel des gens de rentrer une diversité, femmes et hommes. Et bien, c'est pareil pour les promotions, il y a beaucoup de grands groupes qui le font, c'est-à-dire qu'on se pose la question, il y a des processus qui sont professionnalisés, on se dit, on ne veut pas que des hommes à proposer pour la promotion, mais on veut des femmes. Ça ne veut pas dire que la femme va être promue, mais ça veut dire qu'on se pose la question. Et je ne dis pas, lorsqu'il y aura une femme incompétente, on aura atteint le résultat. Pour moi, ce n'est pas la bonne grille de lecture. Par contre, il est vrai que dans le processus de maturité des 10 dernières années, j'ai constaté que la prise de risque sur des profils masculin était beaucoup plus facile à faire que la prise de risque sur les profils féminins. Je m'explique. Oui. Quelqu'un qu'on va promouvoir, un homme qui n'a pas tout le portefeuille de compétences pour le rôle, mais une partie d'entre elles, on va prendre le risque en disant il va apprendre les 20 derniers pourcents de compétences. Cette prise de risque-là, on la prenait beaucoup moins pour des femmes, en disant il lui manque des compétences pour prendre le rôle. Donc c'est pas possible. Pourquoi d'après toi ? Je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est une question culturelle, c'est un biais culturel. Ce qui fait, mais aujourd'hui, à partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on le traduit. Alors, on éteint les téléphones, mais pas les montres. Ah. Donc c'est sûrement un biais. Et puis moi, je ne suis pas sociologue, donc je saurais pas. Je peux donner un avis d'expérience. Mais en gros, moi, ma question est assez simple. Est-ce que les hommes, finalement, grâce au temps qui est passé, à l'expérience de ces 10 dernières années, les lois, les quotas, etc., le fait d'être présent dans un groupe international, multiculturel, etc., est-ce que tout ça permet à l'homme, si on en revient à ce que disait Lucile, d'être moins inquiet, finalement? Est-ce que le fait de voir des femmes arriver au pouvoir, ou est-ce que le fait d'être mis en concurrence avec une femme... aussi s'en réjouir et se dire... Non, mais déjà, sont-ils dans ces systèmes-là qui sont plus matures que d'autres, en termes d'ouverture, de genre, d'inclusion, etc., est-ce qu'on peut constater, ce qui serait rassurant, que ces hommes sont moins inquiets? Je pense que c'est une très bonne question. Je vais y venir, mais je pense qu'il est important. Je pense qu'il est important de dire. On a d'abord travaillé sur l'inquiétude qui provenait des femmes de prendre ses responsabilités, peut-être aussi pour rassurer les hommes sur le fait que lorsqu'elles sont promues à ces responsabilités-là, elles ont le bon niveau d'impact et qu'il n'y a pas cette inéquité aussi. On a investi énormément, quand je dis on, je parle des grands groupes, de ce que j'ai pu observer, et c'est vrai aussi chez Capgemini, sur le long terme, j'ai envie de dire. Le système de quotas était des décisions un peu arbitraires, très court-termistes, mais ce qu'on a fait, c'est la préparation très très en amont. Au même titre qu'on intervient maintenant dans les collèges, la question, c'est pas de se poser la question quand on est aux portes des rôles de direction, mais c'est bien en amont. Et avec des logiques, plusieurs logiques. Une première logique de mentorat. C'est-à-dire que des femmes à potentiel, sur plusieurs années, on leur a affecté aussi des mentors. Donc moi, à titre personnel, je fais partie des dirigeants du groupe Capgemini. J'ai 2 femmes, donc une personne en Inde, alors en plus c'est très international, en Inde, pour casser aussi ces barrières culturelles, et une autre en France, dont
dont on a détecté du potentiel pour devenir dirigeants, qui ont déjà des postes importants, et donc on les accompagne sur la durée. Et ça, c'est fait à l'échelle. C'est-à-dire que tous les dirigeants du groupe ont, par contre, cette logique de mentorat, c'est un mentorat auprès de femmes, pas auprès d'hommes. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, le mentorat favorise aussi quelque part non seulement l'acceptation des femmes à ces postes-là par les hommes, mais leur permet aussi, donc comme toi éventuellement, de réduire ce qu'on a nommé inquiétude. Oui, et oui, parce qu'elles apprennent à travers, que ce soit du mentorat, de la formation, sur des sujets de leadership, ce genre de choses, elles acquièrent des compétences parce qu'elles sont coachées sur par les hommes. Et des femmes, non, et des femmes. Il y a du non, et des femmes, de femmes. C'est les dirigeants du groupe, donc hommes et femmes. C'est le mentorat. Par contre, on investit en temps, du temps de dirigeants, pour aider les femmes à grandir plus vite. Alors, tu vas pas me dire non, mais est-ce que tu prends plaisir à avoir ce partage, cette transmission, Alors, à titre personnel, moi, je suis très... je considère que dans une entreprise, on a nos clients, et pour satisfaire nos clients, il faut démarrer avec nos équipes. C'est-à-dire que, surtout dans une entreprise de service, c'est-à-dire qu'on va satisfaire nos clients si nos équipes sont meilleures, si elles sont fortes. Bien sûr. Et donc, l'investissement sur nos équipes est quand même le premier levier. La réponse d'un dirigeant d'un groupe qui s'appuie moins sur les équipes pourrait être différente. Mais nous, c'est le cœur. Le cœur de notre valeur, c'est ce qu'on appelle le knowledge, le contenu qui est transmis par les équipes. Donc, et tu vois, tu mesures les progrès observés par la personne mentorée entre la première réunion et 2 ans après. Oui, mais pardonnez-moi de recentrer le débat. Le débat d'aujourd'hui, même si tout ça est intéressant, était cette inquiétude des femmes pour certaines raisons et des hommes pour d'autres raisons. J'arrive toujours pas à comprendre si cette maturité qu'ont justement ces gros groupes internationaux, moi j'ai ma petite idée sur la question, mais est-ce que ça démontre finalement, est-ce que ça rassure tout le monde, dans le sens aussi bien les femmes sur leur capacité à prendre le pouvoir et les hommes sur le fait qu'il va bien falloir partager ce pouvoir, parce qu'il s'agit de ça finalement, c'est partager ce pouvoir. Donc est-ce que finalement cette maturité, ce mentoring, tous ces outils qui sont mis en place par les gros groupes, moi pour avoir fait de nombreuses années chez Engie, c'est pareil, c'est extrêmement dynamique de ce point de vue-là. Il y a encore très peu, on peut le constater, de groupes du CAC 40 qui sont gérés par des femmes. Oui. Je crois 1 ou 2 femmes sur l'intégralité du CAC 40. Donc si on se recentre sur cette inquiétude qui est notre thème, est-ce que finalement l'expérimentation de ces différentes solutions, le temps qui passe, la maturité de ces sujets, est-ce que ça aide ? Merci. Oui. Juste pour préciser, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie résistance sur ces progrès-là. Qu'il y a des progrès, évidemment, mais je le disais tout à l'heure, ils sont fragiles. Et on peut constater aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle un backlash qui commence. Et le backlash, c'est la marche arrière. C'est un retour sur les progrès qui ont été accomplis. Alors ça, c'est terrifiant quand on entend oui, ça. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? On sait que, par exemple, plus de 30%, 37% des hommes de moins de 35 ans considèrent le féminisme comme une menace pour leur statut social. 37%. Oui. Voilà. Ils sont, je crois que, si je me souviens bien, c'est un homme sur 5. En France. C'est le Haut Conseil à l'égalité. Donc un homme sur 5, par exemple, considère qu'il est normal qu'il ait des revenus plus importants qu'une femme pour le même poste. Ouais, mais... Et c'est justifié ou pas ? Non, c'est pas justifiable. C'est un instrument de mesure. C'est amusant. Si tu réfléchis, tu reviens 10 ou 20 ans en arrière, je pense que ces chiffres-là seraient inversés. C'est-à-dire que dire 80% des hommes en France qui considèrent qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une égalité salariale, en fonction de la façon dont tu présentes le chiffre... Oui, toujours. Je pense étonnant d'entendre l'inverse, c'est ça. Ouais. Quoi. Je trouve que par rapport à ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années, je ne suis pas sociologue, ça a dû progresser. Après, dans cette même étude, les jeunes hommes entre 18 et 25 ans estiment, je crois que je n'ai plus le pourcentage en tête, mais il était important, que au sein d'un couple,
quelqu'un de temps en temps d'être un peu violent avec sa femme. Bien sûr, tout à fait. C'est dans la même étude. Oui. Ouais. Donc ça, c'est quand même... Mais au niveau de l'ONU aussi, il y a une étude globale sur 75 pays. 28% des hommes et des femmes considèrent que battre sa femme, ça peut être justifié. Oui, et puis tu nous disais tout à l'heure que dans les pays du Nord qui sont si en avance sur la condition de la femme en entreprise, c'est là où il y a le plus... C'est là, il y a on appelle ça le paradoxe nordique, c'est-à-dire il y a un niveau d'égalité qui est admirable, mais en même temps, c'est là où il y a le plus de violence conjugale. C'est incroyable ça. Voilà, donc oui, mais les choses bougent. Moi, ce que je crois savoir, c'est que voilà, plus de 80% de l'humanité se définit par ses traditions. Et que donc, quand on touche au statut féminin, on touche à l'identité des personnes. Et à ce moment-là, les résistances qui vont se mettre en place sont pas raisonnées. C'est lié à une forme de survie. Enfin, aujourd'hui, on voit ce wokisme où on peut même plus parler de genre, on parle d'individu. On peut plus dire grand-chose, en fait, aujourd'hui, sous peine d'être un petit peu mal vu. Enfin, Enfin, le wokisme mérite un sujet... ça c'est un sujet à part entière. Parce que c'est un sujet passionnant. Mais donc, intellectuellement passionnant. On fera une autre table. Voilà. Si on s'en tient à ce 80% qui sont issus des traditions, oui, mais alors finalement, les traditions expliquent les différentes résistances, qu'elles soient féminines à accéder au pouvoir ou masculines à craindre que les femmes prennent le pouvoir. Tout à fait. Et aux États-Unis, la Cour suprême a interdit la discrimination positive. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que... La discrimination positive, ça rentre dans la logique des quotas dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va favoriser une partie de la population pour rétablir une équité, par exemple dans l'entreprise ou l'accès à l'université, etc. Donc il y a des personnes qui auront de moins bonnes notes que d'autres et qui pourront entrer à l'université, alors ceux qui auront des meilleures notes ne pourront pas entrer en fonction de leur ethnie, par exemple. Ou de leur religion. Donc ça a été interdit C'est interdit depuis cette année. D'accord. Voilà, donc il y a des gros groupes maintenant qui font marche arrière sur ces questions-là. McDo est le dernier à l'avoir fait, mais tous les autres l'ont fait. Quand on anglais justement cette problématique pour le sujet, on s'est vite rendu compte que le débat ne serait pas le même entre l'Europe et par exemple les États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette différence des approches historiques, culturelles, qui font qu'aujourd'hui, ces sujets-là ne sont pas gérés de la même façon d'un continent à l'autre? Ces questions ne sont pas gérées de la même façon dans le monde anglo-saxon, par exemple, parce qu'on n'a pas la même histoire. Que, par exemple, la France n'a jamais connu la ségrégation. On n'a pas eu de loi qui interdisait aux Noirs d'être dans la même école ou dans le même restaurant ou le même hôtel qu'un Blanc. Donc, on n'a pas la même histoire, donc on n'a pas la même obligation de rattrapage, en réalité. Qu'est-ce que tu entends par rattrapage? C'est-à-dire que la compensation, les lois civiques, etc., qui sont venues pour réparer... était moins prête au départ, c'est ça que tu veux dire, on soit moins habitué à avoir des quotas ou à avoir des interdictions mais la France n'a pas cette obligation philosophique, je dirais. Elle l'a pas, parce qu'on est universaliste. Donc la France, elle considère que tous les hommes, tous les êtres vivants ont les mêmes droits. Donc on n'a pas fait de hiérarchie des droits. On n'a pas tellement observé au niveau des femmes et des hommes. Hein. Sauf la question féminin-masculin. Mais qu'est-ce que ça change finalement sur le rapport homme-femme? Alors, sur le féminin-masculin, la mixité surtout, j'ai fait une étude il y a quelques années sur, je ne sais plus combien il y avait, sur 10 000 entreprises. J'avais fait ça avec Opcalia. Je ne sais pas si vous connaissez... Non. Bon, c'est un organisme de formation c'est un peu l'URSSAF, c'était l'URSSAF de la formation, quoi. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai eu un fichier qui est précis, etc. Et on a pu faire une étude sur la perception de la diversité, les discriminations, etc. Et il y a une chose qui en est ressortie que j'ai trouvée très intéressante, c'est
les entreprises qui avaient une représentation de genre équitable, c'est-à-dire 40-60, 40%, 60%, dans les instances dirigeantes, déjà à ce moment-là, c'était celles qui avaient le plus faible taux de signalement de la discrimination dans les autres catégories. D'accord. C'est intéressant. Oui. Vraiment, j'ai trouvé ça... C'est un marqueur. C'est un vrai marqueur. Mais parce que depuis... L'équité homme-femme est un marqueur pour le reste. Oui. C'est vraiment intéressant. Si je puis dire, et de l'accueil des. Oui, parce que c'est la performance dont on parle, elle est sociétale en réalité. On dit une performance économique, moi ça je n'y crois pas vraiment, mais une performance sociétale, oui. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la mixité en soi, elle rend possible la construction d'une société diverse. Tout part de là. Oui, et c'est la mixité qui va favoriser, en fin de compte, une société diversifiée. La mixité en entreprise. Oui, en entreprise. Ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas mixité, on va juste aligner des différences. Mais on ne va pas cimenter. Et, il faut cimenter parce que... Il faut rassembler et cimenter. Et par l'homme et la femme. C'est par le féminin et le masculin. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne mets pas dans la même définition, je ne mets pas la mixité et la diversité. Voilà, ça n'a rien à voir. La mixité, c'est le féminin et le masculin, et ce n'est pas une diversité de quelque chose. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un morceau d'une diversité. Il y a une diversité à l'intérieur de la mixité. En quoi la façon dont la mixité est gérée vient de finalement de ce capital historique lié à la ségrégation, par exemple. C'est la conséquence. Je te laisse répondre. Non, mais en quoi c'est quoi le lien entre leur histoire et la ségrégation et leur rapport à la mixité aujourd'hui? D'abord, la première différence, c'est que les anglo-saxons font une hiérarchie des différences. Et alors que nous, on est universalistes, donc on ne reconnaît pas ces différences. On ne reconnaît pas une hiérarchie des différences. Tout le monde a les mêmes droits. Et comme ils ont une histoire différente de ce point de vue-là, par exemple, entre donc, les Noirs et les Blancs, d'un point de vue historique... Ça fait que, historiquement, les Américains ont été obligés de se rattraper, d'avoir une logique, d'entrer dans une logique de rattrapage pour réparer des siècles, des dizaines d'années, d'abord d'esclavage, mais de ségrégation. Donc ils ont essayé de se rattraper, ils ont inauguré la notion de discrimination positive, et quand on a voulu le faire entrer en France, c'était impossible en réalité de le faire généraliser. On en parlait tout à l'heure. On ne peut pas généraliser, on peut dire pour un groupe, les femmes, pour les handicapés, etc. On peut avoir une démarche de discrimination positive, et elle est actée, elle doit être s'inscrire dans un temps, avec un programme, avec un objectif, etc. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc, le statut sociétal n'est pas le même. Non, mais oui. Mais donc, de par le fait qu'ils aient ce rattrapage, qu'ils aient dû faire ce laps de temps de rattrapage, aujourd'hui, ils sont plus exemplaires que les Européens? Non. Franchement, non. Ils ne sont pas exemplaires. Je dis vraiment, non seulement ils ne sont pas exemplaires, mais il y a des études qui ont été faites aussi à la demande du Premier ministre britannique sur comment ils ont, eux, organisé la lutte contre les discriminations, etc. Et on se rend compte que leur modèle, ça on le savait, c'est que personne ne le dit, mais malheureusement, mais on le savait, mais leur modèle, il répond quand même à une démarche qu'on peut presque qualifier de raciste. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une différence entre les personnes en fonction de leur ethnie ou de leur religion ou de leurs origines. Et c'est une chose qu'en France, on ne pourrait pas faire. Qui a accueilli et qui, par nature, est un brassage de nationalités, d'origines de tous les continents. Ben oui, c'est tout le... On s'éloigne du thème. Oui, voilà, c'est très intéressant, mais le temps passe et moi, j'ai une question. Je vais lui donner la réponse. Non. Très rapidement, il y a eu Thatcher, la première ministre, elle avait autorisé la création de tribunaux religieux, de tribunaux communautaires, moi j'appelle ça des médiations communautaires plutôt.
Donc des personnes qui ont des conflits familiaux n'ont pas besoin d'aller au tribunal de l'État, peuvent aller directement dans les tribunaux communautaires. Ce qu'on appelle, ça veut dire qu'en fin de compte, certaines personnes vont avoir accès à un droit contemporain, oui, et d'autres vont être avec leur droit traditionnel. Ça veut dire qu'en fin de compte, au nom de la reconnaissance de leurs différences, on va en fin de compte les maintenir à la porte de la citoyenneté anglaise. Oh. C'est c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais bon, on s'éloigne du sujet, voilà. Et enfin ça en fait partie, mais parce que le temps passe. Et j'aimerais bien avoir le témoignage de Mathieu sur son regard, après 10 ans, on va dire, davantage de mixité dans le grand groupe dans lequel tu es. Qu'est-ce que ça a apporté de façon concrète ? Alors moi j'ai commencé à prendre un rôle de direction il y a une dizaine d'années en effet, mais j'ai commencé avec un comité de direction qui était peu ou prou très équilibré, je crois 50% ou alentour. Donc j'ai pas vu d'évolution. Ce que j'ai observé quand même, c'est une prise de parole au début plus fréquente des hommes que des femmes, et très vite on a installé des choses. Donc j'ai pas connu, à titre personnel, dans mon expérience propre, un comité de direction très masculin. Ça, je l'ai pas vu. Ce que j'ai observé, c'est quand même des angles d'analyse très différents. Quand même, il y a quand même des choses qui se disent différentes, et donc je fais l'hypothèse que ça amène une richesse ou une façon d'aborder les choses différemment, parce avec des regards croisés. Mais on pourrait dire la même chose de plusieurs types de compétences, nature de compétences. On le voit aujourd'hui avec un sociologue, anthropologue, un dirigeant, etc. Donc après, nous, tu parlais de backlash, de retour en arrière. Je pense que dans ces grands groupes, on continue à mesurer et à investir alors plutôt auprès des femmes, je le disais tout à l'heure, on aide les femmes à être moins inquiètes. Si je reviens à la question, c'est vrai qu'on a moins aidé les hommes à être moins inquiets. C'est vrai. Mais est-ce que c'est grave ou pas ? Moi, je ne considère pas que ce soit grave. Je pense que l'inquiétude... C'est peut-être légitime. Moi, je me rappelle, alors après, il s'agit de différents secteurs, mais par exemple, au niveau des directions de communication, des RH, etc., qui sont assez féminisées comme fonction, beaucoup d'hommes autour de moi dans nos générations me disaient bon, alors pour nous c'est un peu raté quoi maintenant, entre les quotas, les ceci, les cela, c'est pas bon d'être un homme. On est sacrifié. Voilà, on est un petit peu sacrifié sur le. Peut-être un petit peu plus mesuré sur ces. Même s'ils comprennent. Je le comprends, mais prenons un peu de recul. C'est un environnement, je vais l'appeler comme ça, un environnement concurrentiel plus large. Donc, en effet, peut-être que par le passé, il y avait peut-être moins de concurrence pour avoir un job donné, et que là, il y en a un peu plus. Au lieu d'être en concurrence avec 10 hommes, ils sont peut-être en concurrence avec 5 hommes, 5 femmes. C'est pour ça que je pose des hypothèses, et après, je donnerai mon avis. Je pense aussi que c'est l'arbre qui peut cacher la forêt. Je ne compte plus le nombre de fois où on prend ce prétexte pour expliquer pourquoi on n'a pas été promu. La réalité, bah oui, mais la réalité est quand même différente. Il y a eu les logiques de quotas, et puis la loi Rixin amène des logiques de quotas, donc ça existe. Est-ce que vraiment ça impacte l'ensemble de la population masculine ? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, parce que je ne vois pas d'entreprise qui, de façon structurelle, sur la durée, promeuvent des femmes parce qu'elles sont des femmes, en mettant en risque l'entreprise. À un moment, si on se dit on les promeut parce qu'elles sont femmes et donc sous-entendu pas assez compétentes, l'entreprise risque d'avoir un problème. C'est pas le cas. Donc l'entreprise ne prendra jamais de décision à l'échelle qui va la mettre en péril, qui risque de la mettre en péril. Donc les logiques de quotas, oui, je pense que ça force les entreprises à aller chercher les potentiels là où ils sont, qu'on n'allait pas chercher avant, à aller peut-être plus les aider en investissant des formations, du mentorat, de l'accompagnement, de l'environnement, du compagnonnage. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est là où je dis on a plus investi auprès des femmes pour les aider à être moins craintives, si on prend ce terme-là que j'aime pas, mais en tout cas pour accéder... Les aider à leur donner confiance en elles. Les aider à leur donner confiance en elles et à leur donner les clés de la réussite. Qu'on a moins travaillé auprès des hommes, ce qu'on a fait auprès de la population masculine, c'est d'expliquer les choix. On a expliqué les choix. Et je pense qu'il y a aussi plein d'hommes qui ont ces craintes-là,
Parce que la Mais réalité... est-ce qu'il y a autant d'hommes qui ont ces craintes? Est-ce que Bien sûr, finalement, mais bien sûr. quand on dit, tiens, on va parler Mais bien sûr. aujourd'hui de l'inquiétude des hommes et des femmes, est-ce que les hommes, de façon générale, d'après vous, sont véritablement inquiets? Parce que moi, j'ai pas forcément ressenti je vais vous ça répondre énormément autour de moi. Je vais vous répondre en disant que c'est pas parce qu'on promeut un homme à un poste de direction qu'il y a tous les autres, et dans l'ensemble de la population, il y en a plein qui sont très inquiets, qui n'auraient pas eu, selon eux, les clés pour réussir dans ce poste-là, sauf qu'on n'en parle jamais de cela. Oui, mais est-ce que c'est un vrai sujet, l'inquiétude des hommes face à la montée au pouvoir des femmes? Est-ce que finalement, les hommes ont réellement, entre guillemets, peur des femmes et de l'ascension des femmes? J'aime pas ce terme peur ou craintif, parce que je pense qu'ils n'ont pas peur des femmes. Certains craignent que dans leur parcours professionnel, en fait, ils soient ralentis, parce que il y a potentiellement d'autres personnes qui vont prendre le poste. Donc ça, oui. Tu parlais de concurrence, ces postes de direction, il y a toujours eu beaucoup de concurrence. Toujours. Donc aujourd'hui, elle est mixte, là où avant elle était Mais moi, moins. j'ai envie de croire que si l'homme est dans l'excellence, la société va pas vouloir le voir partir. Donc on va lui proposer peut-être de l'intrapreneuriat. Vous êtes un profil avec du potentiel dans une entreprise. On va pas vous lâcher. J'ai aucun problème pour vous, vous allez évoluer. Oui. À un moment, donc, il faut hausser ce regard. Est-ce que finalement, est-ce qu'on a des études ou des chiffres est-ce que les hommes ont véritablement peur d'instances de gouvernance plus mixte, quoi? Ça veut dire qu'une des responsabilités de l'entreprise, c'est aussi de rendre possible la carrière féminine. Complètement. Ça veut dire qu'on introduit maintenant un rapport à la vie privée, etc. Non, mais ça, c'est ça. Très positif. Mais notre thème étant l'inquiétude, est-ce qu'on peut démontrer par des chiffres, des études, que sais-je, qu'en effet, les hommes sont inquiets de la montée des femmes aux instances de... Je ne sais pas s'il y a des études dans ce sens. En tout cas, il y a des témoignages. Mais voilà. En tout cas, une chose est étonnante, et malheureusement, on va devoir clore ce débat passionnant, c'est que ces hommes, ce sont des pères. Et ils ont des filles, ils ont des épouses. Donc pourquoi les hommes, finalement, ne sont pas plus enclins à aider les personnes qui leur sont très chères? J'aime pas beaucoup cette formulation, j'aime pas du tout cette formulation, parce qu'on fait des généralités. Ouais. Tu dis, ces hommes ne sont pas enclins à... Non, mais ces hommes, il y a énormément d'hommes qui, justement, au contraire... On parle des hommes qui sont un peu hostiles à la parité. Mais est-ce qu'il y en a autant que ça, des hommes hostiles à la parité? Quand tu vois à quel point... Qui as ton expérience... quand on voit, par exemple, la loi Copé-Zimmermann avec ses quotas dans les conseils d'administration, cette semaine, c'était les 10 ans. La presse se gargarise de dire que le SBF 120 a bien rempli son rôle. C'est vrai. Mais toutes les autres sociétés, au-delà du SBF 120 qui sont concernées, ne sont pas aux 40%. Les ETI, qui sont des sociétés anonymes et qui sont contraintes par les quotas en vigueur, n'ont pas les 40%. Donc, est-ce que c'est de la crainte? Mais non, c'est une résistance au changement. Non, mais c'est peut-être pas... Mais c'est pas forcément contre les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser, faire des quotas. Enfin, je te laisserai répondre. Mais c'est une vraie responsabilité en réalité. On peut pas, on doit organiser le rééquilibrage. On peut revenir à Victor Hugo en réalité. Il disait la moitié de l'humanité est hors du droit et il faut la faire entrer. C'est ce qui se passe là. On doit faire entrer la partie féminine de l'humanité. Pour l'instant, elle est à la porte. C'est ce que font les entreprises en créant des systèmes. Ce que j'appelle système, c'est des règles de décision, de processus, d'investissement pour aller accompagner ça. Et pour répondre très clairement à ta question, la réponse qu'ont eu les entreprises par rapport à ces différentes craintes, c'est d'investir sur les potentiels féminins dans l'entreprise pour les accélérer, les accompagner. Et non, on a beaucoup moins investi sur les craintes des hommes. Donc c'est une façon d'y répondre. Bon, merci Mathieu, pour conclure, un conseil à donner à d'autres présidents et dirigeantes qui nous écoutent par rapport à ces sujets-là, qui sont un peu encore dans la résistance, peut-être des sociétés plus petites. C'est quoi tes conseils? Moi, c'est d'investir très en amont. C'est-à-dire, en tant que dirigeant d'entreprise, je ne mettrai jamais des gens qui ne sont pas compétents pour tenir des postes.
Par contre, il faut créer ces compétences. C'est ce qu'on fait dans le parcours des collaborateurs et des collaboratrices, mais il faut les rendre accessibles. Donc, il faut savoir les détecter. Donc, des plans de succession bien en amont. Il faut savoir les accompagner. Moi, je considère que le compagnonnage est quand même le transfert, la transmission, l'expérience est quand même un levier très très fort. Il peut se traduire par plein de leviers d'action. Et même si à titre perso, j'étais plutôt opposé aux logiques de quota initialement. Alors, c'est peut-être historique, lié à notre culture. Ça a été un moment d'accélération quand même. Et de mesure. Et en fait, quand on mesure, on obtient ce qu'on mesure. Et là, pour le coup, je ne vois pas de backlash. C'est-à-dire qu'on continue à investir et ça va plutôt dans le bon sens. Ouais. Alors, pour les grands groupes, je parle pour les grands groupes. Merci pour ce conseil. En tout cas, ne rien lâcher. Et Patrick, toi, qu'est-ce que tu dirais aux femmes et aux hommes qui nous écoutent depuis le début de cet entretien? Est-ce que tu as un mot de conclusion à exprimer? Non, de conclusion, non, mais juste dire que c'est priorité à l'éducation. Moi, j'ai fait des rencontres dans les classes de 4e pour parler de mixité entre les garçons et les filles, et 2 heures, ça suffit pour qu'elles comprennent tout de suite que leur corps leur appartient, quoi. Donc, vraiment évangéliser, aller dans les écoles et oui, moi aussi, je suis absolument d'accord. Toi, avec ton regard, juste toi, quelle serait ta conclusion avec ton regard de chasseur de tête, de présidente des assises? Moi, je dis qu'il faut continuer de rassembler femmes et hommes ensemble. Une société que de femmes serait épouvantable. Une société que d'hommes est épouvantable. On est là pour être dans une énorme complémentarité. Puis on s'amuse beaucoup plus entre femmes et hommes. Regardez comme on a été bien ce matin. Et toi, Corinne, quel est le mot de ton conseil et ta conclusion? Et avant de te donner le micro, je te remercie pour ta présence et votre présence à tous, d'ailleurs. C'est passionnant. Moi, ma conclusion, c'est que la mixité et l'inclusion en général génèrent de la performance. J'ai pu le constater moi aussi dans mon parcours, en ETI, dans des groupes internationaux comme Engie, Schneider Electric. Je peux le voir autour de moi. Et quand on parle d'entreprise, on parle bien évidemment de performance économique, mais cette performance économique est grandement aidée dans son approche par la diversité des profils. Merci. Merci à tous. Et merci, Lucille. Excellente journée. C'était formidable. 50 love.